Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat, bienvenue aussi au Salon de l'Agriculture. On est ensemble pendant une heure pour débattre d'un thème qui nous concerne tous. Ils sont partout, ils sont dans nos champs, ils sont dans nos assiettes, ils sont même dans l'air qu'on respire. Ce sont les pesticides. On va en débattre avec mes invités qui sont ici déjà installés. Mais avant cela, l'info du jour, c'est la visite d'Édouard Philippe ici au Salon de l'Agriculture. Édouard Philippe qui fait sa visite donc 2 jours après celle d'Emmanuel Macron. On suivra bien sûr cette visite du Premier ministre dans cette émission. Mais avant cela, on va retrouver Quentin Calmet qui est dans les allées du salon. Quentin, le thème des pesticides s'est imposé dans le débat public. Le thème des pesticides, un thème donc devenu incontournable pour tout responsable politique. Quentin. Oui, bonjour Steve, effectivement, c'est un thème qui revient chaque année au Salon de l'Agriculture, mais particulièrement cette année. Les agriculteurs que nous avons rencontrés dans les allées du Salon, ils nous racontent qu'ils en ont ras-le-bol d'être perçus comme des empoisonneurs. Cela participe de l'agribashing qu'ils dénoncent. Ils ont été à la cible de violences dans les régions et c'est ce qui a d'ailleurs motivé la création d'une cellule Déméter. Vous savez, elle est chargée d'enquêter sur ces violences auprès des agriculteurs avec des moyens de police dédiés. Et on en parle aussi au Salon parce qu'il y a eu cette interview du président de la République dans la presse quotidienne régionale, c'était vendredi. Il a dit notre modèle agricole doit changer en évoquant la diminution très importante de quantité de produits phytosanitaires, notamment dans les filières viticoles ou arboricoles, avec 25 millions d'euros d'aide à la clé. Et on a vu aussi le chef de l'État qui a répondu à plusieurs reprises sur des questions des agriculteurs dans les allées lors de sa visite samedi. Enfin, on voit aussi ces arrêtés anti-pesticides dans les territoires, des maires qui prennent comme cela des arrêtés. Et ce sont au total maintenant 120 collectivités qui ont pris ces arrêtés. Et on le voit lors des visites des hommes et des femmes politiques ici, ce sujet, il revient systématiquement. Quentin Calmet dans les allées du Salon. Merci beaucoup Quentin. Les pesticides, peut-on s'en passer? Faut-il s'en passer? On va en débattre pendant une heure avec mes invités. Jean-Noël Jouzel, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, spécialiste des pesticides et de l'exposition aux pesticides, auteur du livre « Pesticides, comment ignorer ce que l'on sait ». On le voit à l'écran. C'est publié aux presses de Sciences Po. Jean Bizet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur LR de la Manche. Joël Labbé, bonjour. Sénateur écologiste rattaché au groupe RDSE. Bonjour, merci d'être avec nous. Damien Greffin, vous êtes agriculteur, président de la FDSEA d'Île-de-France. Bonjour et merci d'être avec nous. Alors je suis sûr que si on demandait dans le public, dans les allées du salon, chacun a sa petite idée sur ce qu'est un pesticide, sur la nécessité ou non de s'en passer. Ma question est très simple, elle s'adresse à vous, Jean-Noël Jouzel. Qu'est-ce qu'un pesticide? Qu'est-ce que nous dit la science? Alors un pesticide, c'est un produit, il y en a plusieurs centaines, qui est destiné à protéger les récoltes contre les organismes qui sont susceptibles de les menacer, qu'il s'agisse de champignons, de mauvaises herbes ou d'insectes. Donc c'est des produits dont l'usage a considérablement augmenté au XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui et qui ont permis une spectaculaire augmentation des rendements agricoles. Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir des effets indésirables sur l'environnement et notamment sur la biodiversité et aussi sur la santé humaine. Et concernant la santé humaine, ce qu'on sait, c'est que l'exposition professionnelle des agriculteurs aux pesticides constitue pour eux un facteur de risque d'avoir certaines pathologies chroniques, parmi lesquelles la maladie de Parkinson, des cancers du sang, le cancer de la prostate, des maladies respiratoires. Oui, on soupçonne également, mais on a moins d'éléments. C'est important, le mot est important. Tout à fait, que les pesticides peuvent avoir des effets néfastes pour d'autres populations exposées, les riverains de culture et puis les consommateurs de produits agricoles que nous sommes tous. Alors, on sait moins de choses. Pourquoi? Pas forcément parce qu'il y a moins d'effets, mais parce que ces effets sont beaucoup plus difficiles à documenter, parce que l'exposition de ces populations aux pesticides est beaucoup plus difficile à caractériser. Alors on va peut-être donner quelques chiffres. En 2008, la France s'était engagée à réduire de moitié sa consommation de phytosanitaires. Plus de 10 ans plus tard, c'est un échec total. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean Bizet ?
Écoutez, je voudrais revenir sur la définition que M. Jouzel vient de donner des pesticides. C'est un médicament, ce sont les médicaments des plantes, et comme tout médicament, ils doivent être utilisés avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, effectivement, les chiffres, si on les prend de façon brute, eh bien, ils n'ont pas diminué. Et je pense que ces dernières années, il y a eu des achats de précaution qui démontrent, si vous voulez, un, l'inquiétude des agriculteurs, et deux, le fait qu'il est souvent difficile de s'en passer. Donc, il faut réfléchir éventuellement à d'autres approches, mais la nature n'est pas un environnement totalement aseptisé, loin s'en faut, et il faut des médicaments pour protéger contre l'attaque d'un certain nombre de prédateurs, c'est une évidence. Joël Labbé, on ne peut pas se passer des pesticides? Bon, d'abord sur la question des médicaments, un médicament qui rend malade ne peut pas être considéré comme un médicament. Les médicaments qui rend malade l'humain, qui rend malade aussi l'ensemble de la biodiversité, ça c'est une chose. Est-ce que l'on peut s'en passer? Il y a du travail à faire, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain sous effet rupture, mais depuis le temps que l'on dit qu'il faut le faire, il faut véritablement... Maintenant on est en situation d'urgence, donc il faut véritablement plus qu'amorcer, accélérer la transition, d'autant plus qu'il y a des réponses, mais les réponses ne sont pas uniquement molécules. Et d'ailleurs, elles ne sont pas des molécules pour remplacer des molécules. C'est un autre modèle, une autre façon de travailler pour les agriculteurs et une reconnexion avec l'agriculture d'avant, tout en prenant en compte les progrès de maintenant. On parlera des alternatives aux pesticides un peu plus tard. Damien Greffin, l'augmentation du recours aux pesticides, c'est quoi? C'est dû à la frilosité du monde agricole? Alors, déjà, en réponse peut-être à ce qui a été dit là à l'instant, moi je suis un agriculteur qui utilise naturellement des produits phytosanitaires parce que effectivement je n'ai à ce jour pas d'autre solution ou guère solution très pratique pour les remplacer. La question de l'augmentation, c'est la question de l'indicateur que l'on utilise. Moi je pense qu'en fait il faut rappeler à la société d'une manière générale, on faisait le parallèle avec les médicaments, quel est finalement le bénéfice risque qu'il y a à utiliser ces produits-là. Aujourd'hui, on ne meurt plus d'intoxication alimentaire dans notre pays. On ne meurt pas à proprement parler de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc effectivement, l'augmentation, elle peut paraître, en fonction des chiffres que l'on regarde, elle peut paraître réelle. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'en France, on a plus de 50 molécules qu'on n'utilise plus, alors qu'on continue à les utiliser partout en Europe. Alors effectivement, on concentre l'utilisation, on se concentre sur un petit nombre de molécules. Donc effectivement, ce que vous dites, c'est que la transition a déjà débuté en France? Bien évidemment. En France, on rappelle souvent que la France est lave plus blanc que blanc, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que l'agriculteur que je suis ne peut pas utiliser le quart de la moitié des produits qui sont utilisés en Europe et qu'on fait entrer sur le territoire tous les jours. Donc en fait, via des produits transformés. Donc effectivement, moi, à l'échelle de mon exploitation... Ce qui veut dire que vous êtes pénalisé par rapport à d'autres pays en Europe? Bien évidemment, ça pèse sur c'est une distorsion de concurrence majeure puisque les produits que l'on nous autorise à utiliser sont bien souvent beaucoup plus chers que la plupart des produits qu'on a interdits il y a 10-20 ans et les sénateurs qui sont ici ou les parlementaires le savent très bien. Donc effectivement, on a un nombre réduit de molécules qui sont utilisées par les agriculteurs en France. C'est ce qui crée probablement, au-delà de ce que M. Bizet disait à l'instant, où en fait on a suite à la réglementation qui a évolué, on a concentré les achats en fin de période comptable l'année dernière et effectivement ce qui explique en partie les résultats sur les chiffres d'Ecophyto qui sont sortis. Alors on va parler justement réglementation. Monsieur Bizet, le glyphosate devait être interdit en 2020. Emmanuel Macron s'est exprimé il y a quelques jours. Il a dit que finalement l'objectif de 2020 ne serait pas tenable pour toutes les exploitations. Pourquoi c'est pas tenable? Bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas de produit de substitution. Mais on en revient au produit de substitution. Mais oui, mais sur l'histoire du glyphosate, moi j'aimerais qu'on revienne au fondamental et qu'il faut interroger en quelque sorte ceux qui, au niveau de l'ANSES, connaissent le sujet. Que dit l'ANSES? L'ANSES, je dirais, par rapport à 11 ou 12 agences, je dirais, internationales traitant de ce sujet, a admis de classer le glyphosate comme cancérigène potentiel, mais au même titre que la charcuterie, le café
ou les boissons très chaudes. Donc il faut quand même relativiser les choses. Et dans cette affaire du glyphosate, on est parti dans un emballement médiatique bien avant d'avoir imaginé réfléchir à d'autres solutions. Alors moi je suis tout à fait conscient, si vous voulez, qu'on n'a peut-être pas suffisamment travaillé d'autres méthodes, examiner ce qu'on appelle les interactions d'un certain nombre de micro-organismes au sein de la rhizosphère, et il y a sans doute d'autres approches. Mais pour le moment, il n'y a pas de produit de substitution. Joël Labbé, sur le glyphosate qui est autant cancérigène que le café. De toute façon, en France comme en Europe, la décision est prise, il va falloir s'en passer. Il y a des alternatives, oui. Il y a certains agriculteurs, un certain modèle d'agriculture qui s'en passe et qui démontre que l'on peut faire sans. Par contre, je suis d'accord avec le fait qu'il est nécessaire d'évoluer. Pourquoi on n'a pas évolué jusque-là? Parce qu'il y a eu une véritable résistance du système actuel qui ne voulait pas reconnaître à la fois les méfaits des pesticides. Je le redis, méfaits sur la santé, d'abord la santé des agriculteurs, on parle de plus en plus des Parkinson, mais sur la santé en général. L'explosion des maladies environnementales, ce n'est pas un hasard. L'effondrement de la biodiversité, parce qu'on est obligé d'être lucide là-dessus. C'est pour ça que moi je souhaite maintenant un débat, un dialogue là-dessus apaisé véritablement. On fait le constat et quelles sont les solutions. Parce que cette agriculture, on a vu dans quel état elle a mis aussi le monde agricole. Les paysannes, les paysans qui se retrouvent avec des revenus complètement en dessous de la décence. Ça, c'est absolument anormal. Et là, c'est collectivement que l'on doit sauver notre agriculture, mais ce sera par le biais d'une agriculture vertueuse et qui doit être aidée notamment par la PAC en tant qu'agriculture vertueuse et non plus à l'hectare comme c'est le cas actuellement. Un débat apaisé, le dialogue, on l'aura ici. On va tout de suite retrouver justement sur la question du glyphosate Quentin Calmet qui est sur le stand des céréaliers. Voilà, je me trouve sur le stand de Passion Céréales, hein, c'est le stand des semenciers. Il est très connu parce qu'on y voit chaque année cette grande moissonneuse-batteuse, hein, importante en taille, hein, qui est toujours impressionnante, avec aussi des nouveautés, hein, Steve, cette année sur ce stand que l'on retrouve au Hall 2. C'est par exemple ces nouvelles pratiques pour les semenciers, avec ici, on le voit, des bacs qui sont comme cela en démonstration. On va en parler avec Jean-René Meunier. Vous êtes agriculteur en Bretagne. Bonjour Jean-René. Bonjour. C'est quoi l'idée avec ce bac qui se trouve juste derrière vous? Alors ce bac qui se trouve ici derrière moi a pour but de présenter à tous nos visiteurs les nouvelles techniques utilisées par les agriculteurs pour limiter l'usage des pesticides. On peut en voir une ou deux qui pourraient être exploitées notamment dans votre exploitation. C'est quoi par exemple? Ici on voit blé tendre ou encore ici de l'orge. Alors ici on met en avant les rotations. Ici juste devant nous on a un mélange avec deux espèces. On voit de l'avoine, on voit de la vesse. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps en Bretagne qui permet de protéger le sol pendant tout l'hiver, qui va permettre aussi de ramener de la matière organique dans le sol, c'est quelque chose qui va alimenter la culture suivante. Et en même temps, si vous regardez bien, le sol est complètement couvert, ça va éviter le développement d'autres plantes. On le voit, hein, il y a cette question des produits phytosanitaires, hein, c'est de plus en plus au centre de l'actualité. L'idée pour vous ici, c'est de dire on utilise moins de produits phytosanitaires, on a de meilleures pratiques sur ce sujet? Oui, on a surtout des meilleures pratiques. Les produits utilisés aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ceux utilisés il y a 20 ans, quand moi j'ai démarré. Dans ma pharmacie, j'ai plus les mêmes produits, j'ai des produits beaucoup moins dangereux, beaucoup plus souples, plus soft aujourd'hui. Et ça me permet aussi de diminuer dans des proportions importantes les volumes utilisés. Eh bien merci Jean-René Meunier. Votre stand, il est à retrouver dans le hall 2 du Salon d'Agriculture. Merci beaucoup Quentin Calmet. Jean-Noël Jouzel, moins de pesticides, moins de glyphosate, ça veut dire quoi? Ça veut dire devoir employer plus de bras sur les exploitations, c'est ça? Ça, c'est un peu la quadrature du cercle, hein. C'est l'éternel problème, notamment des plans éco-phyto qui, depuis 12 ans maintenant, visent successivement à réduire la quantité de pesticides utilisés sans y parvenir. C'est assez évident que les pesticides sont un élément d'un système qu'on ne peut pas déplacer comme ça indépendamment du reste et qu'il est très très compliqué d'envisager une réduction substantielle des pesticides sans remettre en profondeur en question la manière dont on pratique l'agriculture, mais aussi dont elle s'intègre dans toute une chaîne, aval, amont,
de l'agrofourniture jusqu'à la grande distribution. L'agriculteur tout seul a bien du mal à décider dans son champ, sur sa parcelle, d'utiliser moins de pesticides. Ce n'est pas vraiment la bonne unité d'analyse. Jean Bizet, la chimie, c'est une solution d'avenir. 10 milliards d'êtres humains à nourrir d'ici 2050. Je dirais tout plus correctement que chaque époque a sa vérité. Et que l'ère de la chimie sera peut-être moins prégnant demain. Moi, je suis ouvert à toute technologie. Et Joël Labbé a dit tout à l'heure, débattons sans passion, avec beaucoup d'objectivité. Moi, j'ajouterais, j'y suis bien évidemment très ouvert, j'ajouterais en faisant régulièrement référence à la science et en ayant l'ouverture d'esprit suffisante, si vous voulez, à regarder quelles sont également les nouvelles technologies qui s'annoncent, notamment en matière d'édition génétique. Je vous rappelle que l'Assemblée générale des Nations unies a très récemment annoncé l'année 2020 comme une année, je dirais, de la santé des plantes. J'ajoute, et si je regarde également le nouveau directeur de la FAO, qui est un Chinois, il ne faudrait pas que d'un côté, vous ayez les deux grands de ce monde, les États-Unis et les Chinois, qui participent à cette nouvelle évolution, ce qu'on appelle les New Breeding Technologies, si vous voulez, et que l'Europe en soit absente. On ne peut pas imaginer revenir, entre guillemets, à la sarclette, à la pioche, etc. C'est pas possible. Donc, pourquoi c'est pas possible? Pourquoi c'est pas possible? Il y en a qui le font, ça existe sur le terrain. Oui, il y en a qui le font, mais ce sera très marginal. Imaginons plutôt, je vous dis, ces sauts technologiques avec une agriculture de précision, en ayant toujours, je dirais comme filigrane, de protéger la santé des consommateurs. Et jusqu'à maintenant, je dois dire que les agriculteurs, en la matière, ont formidablement bien réussi. Joël Labbé, même question, l'ère de la chimie, c'est terminé? La chimie, si elle a pu servir à produire jusque-là, ses méfaits sont tels qu'il faut absolument s'en sortir. Les solutions, alors, soit on continue avec cette que j'appelle pseudo-science, parce qu'il y a aussi la science du GIEC que l'on doit écouter, la science de l'IPBES qui s'intéresse à la biodiversité que l'on doit écouter aussi, mais la science de l'agronomie, l'INRA est en train d'évoluer. Il est temps d'ailleurs parce que jusqu'il y a peu de temps, c'était 10% du budget de l'INRA qui était consacré à l'agriculture biologique. Évidemment qu'il y a des progrès à faire. Il ne s'agit pas de revenir à la pioche et à la binette, ni à la bougie d'ailleurs. Il y a une agriculture bio extrêmement moderne et en voie d'évolution encore. Il y a de la recherche à mener sur les plantes associées, sur les diverses rotations. Mais il faut sortir de la monoculture, de la concentration absolue, que ce soit des cultures ou bien des élevages, parce que tout cela c'est lié, c'est un modèle, et lequel modèle non seulement nous envoie dans le mur, mais envoie une partie importante du monde paysan dans le mur. Je crois qu'il y a une lucidité globale maintenant, je crois que nous les politiques, on a un rôle énorme à jouer là-dessus, les politiques, les scientifiques, les médias, pour que véritablement, très paisiblement, on fasse un constat de la situation. Les solutions, il y en a, quelles elles sont? Il y a des remises en question. Alors on parlait d'emploi. Oui, l'agriculture biologique emploie pas beaucoup plus, 1,5 en plus de main-d'œuvre. Mais en période de chômage, est-ce que ce métier, qui est un métier excessivement noble, ne doit pas être réhabilité, reconnu? La transition écologique. Il y a aussi le coût de l'alimentation, la réhabilitation de la valeur de l'alimentation, et pas toujours aller au plus bas, comme une partie de l'industrie agroalimentaire, notamment celle qui travaille sur les plats cuisinés, va toujours au plus bas dans ses achats. On ne parle plus de viande, on parle de minerais. On ne parle plus de lait, on parle de minerais. C'est ce que je défends, mais on pourra en parler après, la relocalisation de l'alimentation. Pas d'une façon totale, mais le plus possible. Là, il y a un avenir extraordinaire. La transition écologique comme solution au problème du chômage. Damien Greffin, on a l'impression qu'on assiste là à un dialogue de sourds entre d'un côté ceux qui veulent accélérer la transition écologique et de l'autre côté ceux qui veulent la ralentir. C'est aussi simple que ça? Oui, alors déjà quand j'entends parler mon voisin, je ne sais pas ce que c'est que la monoculture. Chez moi, j'ai plus d'une quinzaine de variétés et de cultures sur mon exploitation. Bon. Pour apporter au débat, je pense qu'en fait, il faut rappeler que la chimie, elle est d'abord partout. Parce que là, on parle de la chimie agricole, mais la chimie, elle est dans les contraceptifs féminins, elle est dans les produits d'entretien du bâtiment, dans les produits d'entretien, elle est dans les produits du bâtiment, elle est dans le textile, elle est absolument partout. Et quand hier, on nous interdit d'utiliser une matière active qui s'appelle le fipronil, où il faut que j'instaure une distance
2, 3, 5, 20 mètres avec mon riverain, toutes les personnes qui nous écoutent ici sur votre plateau et qui nous écouteront en direct constateront qu'ils ont la même matière active dans l'armoire à pharmacie et qu'ils y dorment à 5 mètres. Donc en fait, si vous voulez, il faut quand même remettre les choses. Moi, je ne suis pas un vendeur de produits phytosanitaires. Je suis un agriculteur qui utilise les moyens qu'on me donne. Mais justement, quand Emmanuel Macron... Sur l'histoire de la science, en fait, je pense, moi, je suis profondément en attente d'une parole scientifique et qu'on s'y réfère. On me donne un produit pour lequel on m'a autorisé à l'utiliser, je l'utilise. Si on m'interdit d'utiliser, bien évidemment... Mais il y a des problèmes de moyens aussi. Quel est le coût pour un agriculteur de la transition écologique, vous, sur le terrain? Si on vous dit demain, il faut utiliser que des produits bio. Non mais déjà, en fait, en termes de main-d'œuvre, on parlait de la binette ou de la sarclette. Enfin, je veux dire, labour, ouais. On a déjà beaucoup de difficultés à trouver des collaborateurs, des salariés qui veulent travailler sur nos entreprises. Donc ce que vous dites, c'est on est OK pour faire cette transition. Mais bien évidemment, mais on n'a pas attendu un énième plan éco-phyto. Moi, mon grand-père ou mon père n'ont pas travaillé comme moi je travaille aujourd'hui. Donc bien évidemment, l'agriculture est en mouvement. Il ne faut pas faire croire finalement que les choses ne bougent pas. Moi, j'ai eu la chance il y a 15 ans, avant de prendre des responsabilités agricoles, de me retrouver au Canada. Et au Canada, j'étais sur une exploitation qui faisait 15-20 000 hectares. Et cet agriculteur que j'avais devant moi, comme je vous ai vous aujourd'hui, me disait, j'ai la moitié de mes colzas qui sont produits en OGM et je n'utilise plus de phyto sur cette partie-là. Je ne sais pas où il en est. Mais en fait, la question qui se pose en France, c'est la question de la science, c'est la question du progrès. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter? Effectivement, si on utilise des produits qui tuent nos enfants, il faut surtout arrêter de les utiliser. Mais on ne peut pas balancer toute notion de science, que ce soit les OGM ou les produits phytosanitaires aujourd'hui, comme ça d'un revers de main, sachant que personne veut retourner à la binette et que finalement la France a quand même une vocation aussi exportatrice, au-delà du fait qu'elle nourrit les Français, et c'est en soi une politique migratoire, c'est-à-dire qu'en fait, le fait d'exporter notre savoir-faire contribue aussi à la stabilité des populations. Est-ce qu'on se pose la question de l'indépendance alimentaire, de la sécurité alimentaire, de tous ces sujets-là? Ce que vous dites, c'est que les agriculteurs sont de bonne foi et qu'il n'y a pas forcément besoin de légiférer. Jean Bizet, justement, sur cette question de la législation, qu'est-ce que vous pensez de la loi Labbé, Joël Labbé, qui est ici présent, qui interdit, cette loi depuis 2017, d'utiliser des pesticides, en tout cas du glyphosate, dans l'espace public, en tout cas qui interdit à l'État, aux autorités publiques d'utiliser du glyphosate dans les jardins publics, par exemple? Écoutez, moi je vous ai dit ce que je pensais de l'interdiction du glyphosate. C'est une embellie médiatique basée, si je puis dire, sur des fake news. Moi je me réfère à la science. Que dit la science? Que dit l'ANSES? Bon, c'est tout. À partir de ce moment-là, c'est difficile. C'est extrêmement difficile. On ne peut pas d'un côté, comme l'a dit tout à l'heure l'agriculteur sur ce plateau, refuser, je dirais, les nouvelles techniques, que ce soit des OGM, la mutagénèse, que ce soit des NBT, et puis le glyphosate. Faut faire un choix. Faut faire un choix. Mais aujourd'hui, si je puis dire, il y a une énorme crise de confiance. Les élus, qu'ils soient, je dirais, à quelques niveaux locaux, départementaux ou nationaux, ne sont plus des acteurs de confiance. Il y a une crise de la démocratie représentative, de la démocratie, je dirais, de la démocratie participative. Et moi, je prends souvent comme exemple ce que disait un essayiste que M. Jouzel doit bien connaître, Pascal Bruckner, qui disait que faire de tout citoyen un décideur en matière environnementale au-dessus de la démocratie, je dirais, représentative, c'est élargir le cercle de l'arbitraire. Et ces décideurs, eh bien, avec cette, je dirais, mission qui est de défendre la nature et la planète, peut se permettre tout, y compris la désobéissance civile. Nous y sommes. Remettons la science, c'est-à-dire les agences, au cœur du sujet. On a bien, si je puis dire, des structures telles que le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, qui disent le droit. Eh bien, revenons à ces agences qui disent la science. Jean-Noël Jouzel, sur ces fake news. Oui, alors je pense que le terme de fake news en ce qui concerne le glyphosate et sa cancérogénicité est quand même un peu fort, parce que je rappelle l'origine de l'histoire, c'est quand même le classement par le Centre international de recherche sur le cancer du glyphosate comme cancérogène probable.
Qui est revenu sur sa décision. Non. Qui est revenu. Non, pas le cirque. Il est C'est toujours une classé bataille, cancérogène effectivement, probable. entre Et au agences. même titre qu'une multitude de molécules. Absolument, mais alors, l'analogie là me semble un peu périlleuse en la matière. J'entends bien que la charcuterie est classée cancérogène avérée par le cirque et qu'on n'exige pas l'interdiction de la charcuterie. Mais là, chez la charcuterie, moi j'adore ça. Ça m'a rendu très triste que ce soit classé cancérogène avéré. J'ai la liberté comme consommateur d'en acheter, de ne pas en acheter, d'en acheter moins. Quand je suis exposé aux pesticides parce que je suis riverain d'une parcelle, on n'est pas du tout dans la même situation. Personne n'habite à proximité d'une parcelle sur laquelle on épand des rillettes. Je suis désolé, donc c'est pas la même chose. Voilà. Et donc le classement du glyphosate comme cancérogène probable par le cirque, en regard de la réglementation européenne qui prévoit que les produits qui sont probablement cancérogènes ne doivent pas être commercialisés, aurait dû conduire plus rapidement à envisager très sereinement, même si c'est compliqué, la sortie du glyphosate sans couper les cheveux en quatre, sans redemander aux agences d'évaluation du risque de se reprononcer sur un dossier qu'elles ont déjà jugé. Voilà, on a perdu beaucoup de temps dans cette affaire, je pense. Joël Labbé, sur cette question de rapport entre dire, science et... La question à M. Bizet, c'était ce qu'il pensait de la loi Labbé, et d'un revers de la main, il est passé à autre chose. Vous, M. Bizet, vous ne l'avez pas voté, ce qui est votre liberté totale. Maintenant, le résultat de la loi Labbé, qui était une utopie abominable, qui allait appauvrir les communes et les jardiniers, elle fonctionne sur toutes les communes, maintenant, toutes les communes et toutes les villes, depuis le 1er janvier 2019, dans les jardins, et personne n'est sinistré. Par contre, ce que l'on voit, c'est que la biodiversité, qu'elle soit végétale ou animale, insectes et autres, elle revient dans les villes, les pollinisateurs reviennent dans les villes. Autant de sujets qui font... Alors c'est une toute petite loi, c'est un pied dans la porte, mais ce sont les mêmes molécules. On disait que ce n'était pas possible, on a réussi parce qu'on a trouvé une majorité. On nous dit à nous les politiques, vous ne faites pas le poids par rapport au lobby économique et financier. La réponse c'est si, on fait le poids, si on est capable de trouver une majorité. Et là, il est nécessaire maintenant de trouver de nouvelles majorités qui, à mon sens, vont dépasser les positionnements des partis politiques. C'est véritablement un souhait, et sous l'influence de l'opinion publique, parce que l'opinion publique est là, ce sont nos concitoyens, on se doit d'être à l'écoute de leurs attentes également. Voilà. Et ben, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre d'avoir répondu à cette invitation. On va continuer à parler pesticides, à parler glyphosate. On va s'intéresser maintenant aux tensions dans les communes, dans les campagnes, cette tension entre agriculteurs conventionnels et riverains. On part tout de suite dans la Drôme où la distance d'épandage sème la zizanie. Cette distance sème la discorde. C'est un sujet de Fabien Ecker. Regardez. Bernard Pipon est inquiet de la santé de ses abeilles. Installées il y a 5 ans, ces ruches souffrent d'un taux de mortalité anormalement élevé. Cette année, sur 5 colonies que j'avais en début d'hiver, eh bien, il n'en reste plus que 2. Les autres sont toutes mortes. Bernard soupçonne l'épandage de pesticides d'être à l'origine de la mort des abeilles. Son hectare de propriété est en effet situé entre 2 exploitations agricoles, un cultivateur de céréales et un arboriculteur. C'est le terrain qui est de l'autre côté de la route, derrière les chênes. Vous voyez, il y a des chênes là, et il y a un terrain qui est en fait un pépiniériste qui fait des noyaux. Ce terrain est arrosé avec des pesticides et on sent les odeurs jusqu'ici. Je comprends qu'ils aient besoin de traiter, mais ils peuvent utiliser des produits naturels et qui ne perturbent pas, on va dire, l'équilibre de la nature en quelque sorte. Contactés, les 2 agriculteurs voisins de Bernard contestent tout manquement à la réglementation. L'épandage de pesticides est un sujet sensible dans la Drôme, département où zones résidentielles et parcelles agricoles sont étroitement mêlées. Là je n'ai plus d'10 mètres. Là, si je m'en tiens à la réglementation, je n'ai plus d'10 mètres. Donc, dès que je vais utiliser de la chimie de synthèse, je ne vais pas faire ce rang. Régis Aubenas est producteur de fruits près de Valence. À moins de 10 mètres d'une habitation, il n'a plus le droit de pulvériser des pesticides sur ses arbres. En effet, depuis décembre dernier, un arrêté gouvernemental définit des périmètres de non-traitement, 3, 5 ou 10 mètres en fonction des cultures. Régis affirme utiliser en priorité des produits bio pour protéger ses arbres. Mais selon lui, impossible de travailler sans aucun produit chimique. En ce moment, le risque sanitaire principal, c'est ce qu'on appelle le psylle. C'est un tout petit insecte qui arrive des montagnes. Dès qu'on va être en post-floraison, donc après la fleur, là on utilisera de la chimie de synthèse. Réglementation ou pas réglementation, depuis toujours, nous avons adapté nos pratiques de traitement de manière à ce que nous ne
Gênions pas plus que ça nos voisins. Par exemple, en adaptant les horaires d'épandage ou en réduisant les doses pulvérisées. Insuffisant pour les associations de défense de l'environnement qui demandent des zones de protection de 100 à 150 mètres autour des habitations. Des associations qui refusent pour l'instant de signer la charte d'engagement censée réunir agriculteurs et riverains dans la Drôme. Une charte pas assez protectrice selon elles. Voilà, de retour sur ce plateau, ce beau plateau au Salon de l'Agriculture. On va poursuivre le débat sur les pesticides. On va consacrer cette seconde demi-heure au thème de l'épandage des pesticides avec toujours cette question en toile de fond. Peut-on se passer des pesticides? Faut-il se passer des pesticides? Pour en parler, j'accueille Emmanuel Ducrot. Bonjour, vous êtes journaliste à l'Opinion, spécialiste des questions agricoles. Merci d'être avec nous. Merci. Christian Huyghe, bonjour, directeur scientifique agriculture à l'INRAE, merci d'être avec nous. On accueille également Daniel Cueff, bonjour, maire écologiste de Langouette, chef de file du Front des maires anti-pesticides, auteur du livre Paysans, on vous aime, voilà, je l'ai ici. Et rebonjour Damien Greffin, agriculteur, président de la FDSEA d'Île-de-France, merci d'être avec nous. Alors on va mettre les pieds dans le plat tout de suite avec monsieur Cueff. Vous êtes l'initiateur de la vague d'arrêtés anti-pesticides, cette vague qui agite la France depuis quelques mois. Pour qu'on comprenne bien, expliquez-nous qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cet arrêté. C'était en mai de l'année dernière, je crois. Écoutez, ce sont des produits dangereux et les habitants en respirent malgré eux. Alors, faut peut-être qu'on explique. Et ne souhaitent plus le faire. Donc je discute avec le monde agricole, je discute avec tout le monde et je me retrouve dans une situation de maire de devoir prendre un arrêté de distance d'éloignement des pesticides de 150 mètres des habitations. Pourquoi 150 mètres? Parce que nous avions regardé de très près au niveau notamment d'une ONG qui avait travaillé sur la distance à partir de laquelle il ne fallait pas épandre autour de terrains sportifs pour que les sportifs ne respirent plus ces pesticides de synthèse. Donc 150 mètres, c'est assez important, ça éloigne vraiment. 150 mètres, c'est important pour l'agriculture aussi. Ce n'est pas une agriculture qui est interdite, bien sûr, c'est une agriculture sans pesticides. Et je sais, puisque j'en discutais beaucoup avec les agriculteurs, qu'il y a des solutions, notamment mécaniques, pour se passer des pesticides dans cette distance-là. Alors la justice a considéré à plusieurs reprises que votre arrêté était en quelque sorte illégal, on va y revenir. Ce qui a conduit d'ailleurs le gouvernement à légiférer sur la question. Depuis début janvier et un décret du gouvernement, eh bien, il y a cette interdiction d'épandre des pesticides à moins de 5, 10 et 20 mètres. 20 mètres, c'est pour les produits les plus dangereux. Damien Greffin, vous demandez toujours un moratoire sur ce décret? Bien évidemment, mais je voulais tout d'abord m'adresser à mon voisin pour lui dire qu'en fait, moi-même, agriculteur, mais aussi élu d'une collectivité, adjoint au maire d'une ville de 27 000 habitants, je pense que ce que vous avez fait, monsieur le maire, est irresponsable. Et qu'en fait, quand on est un élu, mais je vais vous répondre, quand on est un élu de la République, on est plutôt là pour essayer de faire et de permettre que les gens vivent ensemble, c'est-à-dire que les agriculteurs cohabitent avec les citoyens, que les riverains cohabitent avec l'agriculteur qui est souvent leur voisin, et des initiatives comme ça, alors même que quand on est un maire de la République et qu'on sait que ce n'est pas de notre compétence que d'aller sur ces sujets-là, est de l'irresponsabilité. Et je vous le dis avec vigueur, parce que vous-même, vous le vivez probablement en local, mais nous, on est confrontés au quotidien depuis ces prises de parole de maires irresponsables. Vous vous rappeliez tout à l'heure, dans la première partie de l'émission, 120 collectivités ont pris ce type d'arrêté en toute illégalité. Donc en fait, et ça ne participe pas du vivre ensemble. Le maire doit protéger ses administrés. Oui, mais dans le cadre de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas la responsabilité de le faire et que l'encadrement et l'usage et l'utilisation des produits phytosanitaires est un sujet qui est national, quand on est un élu local, on ne met pas de l'huile sur le feu. Et ce que vivent les agriculteurs aujourd'hui, avec des attaques quotidiennes, et vous rappeliez la cellule Déméter à l'instant, des agressions verbales, ça devient... Et en fait, la question du vivre ensemble doit quand même se poser dans notre pays, et ce genre d'initiative n'y contribue pas. On ressent bien en tout cas la tension que ça peut engendrer dans les campagnes. Vous vouliez réagir, je crois ? Oui, parce que parler de les pesticides, ça ne veut strictement rien dire. Les pesticides, c'est des dizaines de produits qui chacun sont évalués séparément par les agences de santé, qui ont des autorisations de mise sur le marché, qui sont chacun assortis de précautions d'usage. On n'épand pas des pesticides comme ça à la légère. Je veux dire, chaque pesticide
puisqu'on les appelle comme ça, appelons les produits phytosanitaires, ça peut être des herbicides, ça peut être des insecticides, et dire on peut faire ça avec des moyens mécaniques, ça relève tout simplement de la pensée magique et du mensonge. Là, on parle peut-être du glyphosate sur lequel, dans certains cas, on a des solutions mécaniques. Ça n'est absolument pas vrai pour certains autres produits dont on ne peut pas se passer parce que, par exemple, quand on lutte contre les mycotoxines des céréales, on est face à des problèmes de santé publique. Si on ne traite pas les céréales contre ces mycotoxines, on met la santé des consommateurs qui les mangeraient en danger. Donc il faut arrêter de dire que les pesticides sont uniquement là pour tuer les habitants et les riverains. Les pesticides servent aussi à protéger les consommateurs contre des choses qui sont dangereuses dans l'alimentation. Peut-être sur ces distances, sur l'arrêté de M. QF. Les distances, chaque produit est déjà assorti d'une série de distances. Moi, je me pose des questions sur cet arrêté anti-pesticides, dans la mesure où un certain nombre de produits sont exclus de ces distances de sécurité. On va parler des produits qui sont massivement utilisés en agriculture biologique et notamment à base de cuivre, qui sont des produits dont la dangerosité est démontrée par les agences sanitaires, notamment par l'ANSES, notamment par l'EFSA, qui s'est beaucoup posé la question de leur mise sur le marché. Et ces produits ont des exemptions, ce qui, si on se place du point de vue de la santé publique, et je pense que le maire de Languette devrait en convenir, est totalement absurde. C'est absurde. Votre voisin n'a pas l'air d'accord du tout avec vous, Christian Huyghe, c'est à vous. Il y a des produits qui sont des produits utilisés en agriculture biologique ou en biocontrôle, qui ont des phrases de risque et qui sont exclus des ZNT. D'accord, mais peut-être vous sur effectivement cet arrêté qui a été pris. En fait, je pense qu'il faut sortir un tout petit peu de ce débat pesticides, c'est bien, c'est pas bien. En fait, c'est pas ça la question. La question, c'est pour remplir l'objectif des agriculteurs et l'objectif de nourrir les personnes et les objectifs aussi de préservation de l'environnement et de la santé humaine. La question qui est posée, c'est comment je protège les cultures. Le pesticide étant un des leviers. Et c'est ça vraiment la question, c'est quoi les modes de protection des cultures demain? Le premier levier, c'est comment on réduit la pression. En fait, c'est un des effets indirects et collatéraux du développement des pesticides, qui est un moyen extrêmement efficace. Ça a été de dire, mais tout compte fait, on ne doit pas beaucoup se préoccuper de la réalité de la pression. Et ce qu'il faut vraiment développer en production végétale, c'est les méthodes de prophylaxie. Donc développer la capacité que nous avons à faire de l'épidémiosurveillance et à utiliser des leviers qui font baisser la pression. Alors ça passe par l'usage de variétés résistantes qui n'ont pas d'impact, mais c'est un levier majeur. Ça passe par des évolutions dans des aménagements paysagers. On va parler effectivement des alternatives un peu plus tard, des alternatives. Non, mais le point, quand vous parlez alternative, vous introduisez l'idée que j'ai un pesticide, je l'enlève, je mets quelque chose en face pour faire exactement la même chose. Cette logique de substitution, elle montre la totalité de ses limites. La question, elle est comment je reconçois un système, et donc comment je me donne aussi du temps pour le reconcevoir, comment je reconçois un système de façon à ce que la pression baisse et qu'avec les différents leviers que l'on a, qui sont de fait moins efficaces que le pesticide de synthèse qui est là pour tuer, le CID, il est lié à ça, on a pu ce levier-là, qu'est-ce qu'on peut mettre en face pour obtenir la protection des cultures? C'est la protection des cultures que nous devons chercher. Le pesticide n'est pas un objectif en soi. Daniel QF, pour revenir encore une fois sur cet angle beaucoup plus politique, le 14 février, le Conseil d'État a annulé l'arrêté que vous aviez pris sur cette distance des 150 mètres. C'est quoi la suite maintenant? Vous allez continuer dans votre combat? Toute tentative politique pour protéger la population des pesticides de synthèse est considérée par les lobbies agricoles comme étant irresponsable. Donc je dis que le président de la République lui-même est irresponsable, puisque dans une interview, dans un des médias, il indique très clairement, au mois d'août dernier, « Monsieur le maire de Languette a raison dans ses intentions et il nous faut changer la loi ». Il l'a changé. Il l'a changé. Et il l'a changé parce que les produits sont très dangereux. Simplement, il y a eu une distance de 5 mètres d'éloignement, de 3 mètres ou de 20 mètres. Et encore, c'est pas assez. La loi dit que l'on peut changer localement par des accords de proximité, des accords de bon voisinage. Donc il y a une vraie difficulté à passer le cap de l'abandon des pesticides. Donc ça fait des années que nous attendons. C'est normal que face à une carence de l'État, un maire soit en situation de contrecarrer la carence avérée de l'État, qui depuis 2009 n'a pas inscrit dans la loi des systèmes de protection des populations. C'est le Conseil d'État qui le dit. Mon arrêté n'a pas été cassé par le Conseil d'État. Il a été cassé par le tribunal administratif. Oui. Par contre, il y a des tribunaux administratifs, notamment le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui a dit l'inverse.
qui a dit les maires, face à cet arrêté, compte tenu des dangers des produits, sont dans leur bon droit d'interdire le glyphosate ou les pesticides de synthèse sur l'ensemble de leur territoire parce qu'il y a des problèmes liés aux copropriétés, parce qu'il y a des problèmes liés aux voies ferrées. Donc nous avons mis en évidence, non pas des accusations, comme vous voulez le faire croire, des agriculteurs, mais nous avons mis en évidence le fait que nous critiquons le produit. Quand Irène Frachon porte le combat vis-à-vis du Mediator, elle attaque les producteurs de ces produits, elle attaque le service, elle n'attaque pas les pharmaciens, elle n'attaque pas les médecins. Vous êtes un lanceur d'alerte. Voilà, il faut bien faire quelque chose. Donc c'est pas aux maires de décider, l'État ne décide pas, eh bien on prend nos responsabilités. Moi je ne veux pas finir mon mandat en sachant les problèmes que ça pose, des maladies des agriculteurs qui sont aussi les maladies des riverains. Je ne veux pas finir mon mandat les bras croisés et dans 3 ou 4 ans répondre à la question de mes petites filles, mais papy, qu'est-ce que tu as fait? Tu savais, tu n'as rien fait. Eh bien si, j'ai essayé de faire quelque chose, au moins pour faire avancer les choses. Et après tout, ça a fait une prise de conscience, au moins dans la population. Emmanuel Ducrot. Je m'inquiète vraiment de cette indignation sélective du maire de Langouette qui veut bien protéger sa population contre les pesticides de synthèse, mais pas contre les pesticides naturels qui sont parfois tout aussi dangereux et parfois beaucoup plus. Ça, c'est quand même vraiment un mystère pour moi. Il faut bien commencer quelque part, peut-être. Mais ça n'a aucun sens scientifique et ça n'a aucun sens en termes de santé publique. Donc commencer par ça, pourquoi la moitié? Posez-lui la question. Je l'ai déjà fait, j'ai jamais eu de réponse. Par ailleurs, il est totalement faux de dire que les autorités ne se sont jamais préoccupées de ça. Je signale qu'il existe au sein de l'ANSES une plateforme de phytopharmacovigilance qui observe sur le terrain tous les problèmes liés aux produits de traitement des cultures, qui les supprime du jour au lendemain lorsque c'est nécessaire. On a déjà eu ce cas l'année dernière sur des fumigations qui ont intoxiqué des gens. Les produits ont vu leur autorisation de mise sur le marché retirée du jour au lendemain. Dire que les autorités ne font rien, c'est faux. L'ANSES a supprimé l'année dernière 450 autorisations de mise sur le marché de produits phytosanitaires. Donc laisser croire aux populations que les problèmes ne sont pas pris en compte, c'est tout simplement faux. Damien Greffin, pourquoi les agriculteurs sont habillés en cosmonautes si ces produits ne sont pas dangereux? Alors, j'ai pas bien entendu votre question, mais... Pourquoi ils sont habillés en cosmonautes, pratiquement, quand ils épandent des pesticides dans leurs champs? En fait, il y a 2 poids 2 mesures. Effectivement, je pense qu'en tant qu'utilisateur, je suis le premier concerné s'il y a un sujet santé par l'utilisation des produits phytosanitaires parce que les agriculteurs les utilisent. Donc au même titre qu'un certain nombre de produits dangereux, il convient de protéger l'utilisateur. Mais ce n'est pas parce que l'utilisateur se protège qu'il est obligatoirement dangereux dans le produit final qui en aura reçu et qui sera consommé par la population. Donc c'est dangereux seulement pour les agriculteurs, c'est ça ce que vous dites? Moi, si l'ANSES me dit ce produit a reçu une homologation, vous pouvez l'utiliser, etc., je l'utilise, bien évidemment dans des conditions requises de protection individuelle, de protection... Très bien, mais quand on fait le plein de sa voiture de gasoil ou d'essence, j'imagine que c'est un produit dangereux et personne ne se protège. Moi, j'invite le maire de Langouette, plutôt que de diviser la population, à interdire la circulation dans son village. Parce qu'en fait, il n'est pas encore aujourd'hui avéré, mais peut-être qu'il le sera demain, que les produits phytosanitaires font mourir la population. Mais il est avéré qu'on meurt des gaz d'échappement qui émanent de nos voitures. Donc, qu'est-ce que vous attendez au principe de précaution que vous mettez en avant pour interdire la circulation chez vous? Alors que là, pour le coup, on sait que les populations meurent. On quantifie tous les ans le nombre de morts en France qui sont dus à l'émanation d'un certain nombre de gaz. Et là, vous ne faites rien. Donc en fait, par pitié, nous les agriculteurs qui sommes en première ligne aujourd'hui, votre comportement fait qu'on monte les populations contre les agriculteurs. Et aujourd'hui, la cohabitation, monsieur le maire, devient impossible. Quand je suis sur mon tracteur et que je ne suis pas arrivé au chemin ou à la route qui est à 200 mètres devant moi et que je me fais prendre en photo ou que je me fais insulter et que je n'ai même pas le temps de rentrer en dialogue avec la personne et qu'elle est déjà partie. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez vous accusez monsieur le maire de faire de l'agribashing. Pardon? Vous accusez monsieur le maire de faire de l'agribashing. Mais ça y participe. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ramener beaucoup plus de sérénité là-dessus. Dans ce débat, il faut absolument aujourd'hui remettre la science au milieu de tout ça. Il faut aussi qu'on arrête d'écouter quelques hurluberlus qui jettent des peurs en pâture tous les jours et qui font que l'agriculture française va disparaître si on continue sur ce terrain-là. Donc il faut ramener, dépassionner tout ça, faire qu'en fait les gens puissent comprendre les pratiques des uns des autres, puissent cohabiter et
vivre ensemble. Et ce genre de pratique et ce genre d'initiative n'y contribue pas. Et c'est extrêmement dramatique pour l'agriculture française dans sa globalité. Daniel Keuf, peut-être sur cette cohabitation difficile dans les campagnes. C'est difficile avec des interlocuteurs aussi énervés que mon voisin. Je ne vois pas pourquoi on s'énerve. Je pense que les intérêts de la chimie sont là. Absolument pas énervé. Contrariés. Simplement, c'est ce qu'on vit au quotidien, monsieur le maire. C'est pas vrai du tout. Moi, je suis maire d'une commune rurale et je connais le quotidien. Il y a quelque chose qui peut nous faire avancer, si vous le souhaitez bien, être d'accord avec moi. On ne peut pas opposer une pollution à une autre. Opposer la pollution automobile parce qu'elle existe justifierait la pollution aux pesticides n'est pas raisonnable. Il y a des maires aussi qui ont de grandes difficultés, dans les grandes villes en particulier, pour limiter la circulation. Et ils ont face à eux des lobbies de l'automobile qui ne veulent pas que l'automobile soit éloignée de la ville. Vous avez parlé tout à l'heure des produits, et notamment des composés organiques volatiles. Mais sachez que nous nous battons aussi au quotidien pour que dans nos écoles, par exemple, il n'y ait pas de composés organiques volatiles quand les enseignants achètent des formaldéhydes, achètent des cols, des peintures, etc. C'est le même combat. Le combat contre les pesticides, contre la chimie, qui est une chimie qui rentre dans le corps humain, qui rentre dans les cellules des enfants. Quand nous avons mis en place notre cantine 100% bio, tous les produits servis aux enfants, vous étiez un des premiers, je crois, en France à le faire. La première commune. C'était pour une raison simple. C'était que nous ne voulions pas de pesticides dans l'assiette des enfants, et notamment des petits. Parce que, de toute façon, on sait très bien que les pesticides, ce ne sont pas des vitamines. Très rapidement, Emmanuel Ducrot. L'agriculture biologique utilise des pesticides. Ça, c'est quand même aussi un grand mystère. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement que les cultures ont besoin d'être protégées d'une manière ou d'une autre, que les pesticides en font partie et que l'agriculture biologique utilise des pesticides et qu'elle en utilise d'ailleurs en quantité. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi, je ne sais pas, les consommateurs ont besoin de choisir en connaissance de cause et je pense que personne ne se rend service en racontant des sottises sur ce point-là. Je tiens juste à signaler que ce débat sur les arrêtés pesticides dans les municipalités a surgi avant les municipales. C'est devenu un objet... Ça fait pas mal de temps qu'on en parle. C'est devenu un objet politique et je note avec un peu d'ironie que beaucoup de ces arrêtés antipesticides ont été pris dans des communes comme Sceaux, par exemple, où il n'y a plus aucune surface agricole. Donc je m'étonne un peu du surgissement de cet objet dans un débat politique où il n'a rien à faire. Alors Christian Wig, je vais vous donner la parole. J'aimerais juste qu'on aille retrouver tout de suite Quentin Calmet qui va nous expliquer comment les conflits de voisinage se sont invités dans les allées du Salon de l'Agriculture. On habite aussi en face d'un champ et on est exposé à ces différents produits toxiques et c'est vrai que ça nous gêne un petit peu. Alors justement, comment est-ce que vous vivez la situation? Est-ce que vous allez parler avec l'agriculteur sur place ou... Alors comment ça s'est passé? Vous pouvez nous raconter? On a discuté un petit peu avec l'agriculteur, il a dit qu'il allait essayer de mettre en place plusieurs choses pour essayer justement de diminuer un petit peu ces produits toxiques et peut-être éventuellement passer en espace biologique dans un certain temps. Christian Big, on l'a entendu sur ces craintes des riverains, justement. Alors, sur ces craintes des riverains, je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut réduire les voies pour réduire l'usage, on pourra en parler juste après, mais sur la réduction des zones non traitées ou le travail autour des zones non traitées, comment on peut limiter la quantité des éléments de dérive, parce que les ZNT sont destinés à éviter qu'il y ait des produits sous forme de gouttelettes qui dérivent liées à l'air. Et d'ailleurs, un des films que vous passez montre de la pulvérisation sur vignes où il y a beaucoup de phénomènes de dérive. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des présentations qu'on puisse imaginer. C'est des évolutions possibles sur les agroéquipements et notamment sur l'exemple de la vigne, des panneaux de confinement. C'est un travail sur les buses antidérives qui changent en fait la forme des gouttelettes. C'est les aménagements des abords des champs, le fait d'avoir des haies en limite et qui séparent les structures agricoles et les lieux de résidence. Les haies sont des endroits qui bloquent énormément de circulation latérale et donc d'air et donc de gouttelettes. C'est un travail sur les conditions d'application. Les agriculteurs sont très conscients de cette question-là. Aujourd'hui, la limite, c'est le Beaufort 3. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir pour baisser ça ? Et je pense qu'il faut effectivement réfléchir à ces conditions-là. Et puis c'est un travail qui est en cours sur des adjuvants, certains adjuvants qui vont modifier la forme des gouttelettes et qui vont, je ne vais pas faire un cours sur la physique des gouttelettes d'eau, mais tout ce travail-là, c'est dans tous les cas pour limiter l'exposition. Mais c'est des réponses à court terme. Si je vous comprends bien, un monde sans pesticides, c'est pas possible. Mais un monde complètement sans pesticides. Un monde
immédiatement sans pesticides demain matin, on n'a pas les options. Mais la question, elle n'est pas celle-là. La question, elle est celle d'après-demain. Après-demain, il y a une obligation d'être productif et que les agriculteurs puissent vivre décemment de leur travail. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est pas exactement la même chose, si je peux me permettre. Le deuxième point, il y a une obligation de restauration de l'état du milieu. Le changement climatique ne fait plus de doute et l'effondrement de la biodiversité n'est plus quelque chose d'acceptable. En fait, c'est à la fois un patrimoine et c'est quelque chose qui rend un service. On a perdu le service que ça nous rend. Donc la question, elle est pour demain, comment on construit ça? Donc arrêtons d'opposer les choses, de dire bio versus conventionnel. On adore en France faire du noir ou blanc. Ce n'est pas ça le but du jeu. Le but du jeu, c'est comment on construit demain. C'est quoi la vision de demain et pas celle d'aujourd'hui? Et une vision de demain avec une agriculture qui utilise moins ou peu de pesticides est possible. C'est une complexification des systèmes de production. Il va falloir y arriver ça. Une réalité de la baisse de la pression et il faudra disposer de systèmes d'épidémiosurveillance qui permettent à l'agriculteur de connaître la réalité de son exposition. C'est tous ces éléments-là. C'est une vraie révolution de la façon de penser. C'est absolument pas revenir à l'agronomie d'hier, c'est pas ça. C'est inventer l'agriculture de demain qui va utiliser toutes les technologies dont on peut disposer et qui va réellement créer une vision partagée entre les agriculteurs et le reste de la société. Ça passe un moment, et c'est pour ça que c'est la question du revenu décent, ça passe à un moment par un consentement à payer des consommateurs et des citoyens pour les modes de production qu'ils demandent d'avoir. Daniel Cuev, sur l'agriculture de demain, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit? Oui, tout à fait. Je serais un peu plus prudent sur les haies séparatives parce que les haies, si vous voulez, ont une fonction de biodiversité tout à fait considérable, notamment pour la faune et la flore, et qu'il ne faudrait pas que la chimie vienne tuer ces fameuses haies qui sont si importantes, notamment les fédérations départementales de chasse avec qui je travaille beaucoup, sont attachés à reconstituer les haies justement parce qu'il faut la circulation des petits animaux, il faut la circulation de la biodiversité, c'est absolument essentiel. Donc jamais je n'aurais pris un arrêté d'éloignement des pesticides de synthèse dans ma commune, où il n'y a d'ailleurs pas de sulfate de cuivre, puisque on n'est pas du tout utilisé là-dessus. Parce que je savais qu'il y avait des solutions techniques, mécaniques. Ce n'est pas le passage à la bio. C'est pas le passage à la bio. Et l'autre jour, j'avais une jeune agricultrice dans mon bureau qui me disait, voilà, monsieur le maire, sur cette surface-là, près de ces habitations-là, j'ai fait cette proposition. Mais ça a un coût pour moi. Ça a un coût de location de machines. Je peux même avoir une perte de rendement. Nous prendrons ça en charge. Parce que c'est la société, si vous voulez, qui a mis la chimie dans l'agriculture. C'est à nous, société, de sortir l'agriculture de la chimie. C'est une responsabilité énorme. Et quant au sulfate de cuivre que vous attaquez, la bio... Ça devient très technique. J'aimerais faire réagir peut-être avant votre voisin qui levait les yeux au ciel. C'est de l'agribashing bio, vous voyez, parce que le sulfate de cuivre tue les sols d'une manière absolument certaine. Le sulfate de cuivre est un produit qu'on utilise depuis des siècles et des siècles. C'est un produit de prévention. On l'utilise même en thalassothérapie. Vous avez vu les pesticides de synthèse utilisés en thalassothérapie? Non. Est-ce que M. Cuev peut quand même nous préciser ce que fait le sulfate de cuivre sur les sols? Il les stérilise absolument et tout le monde le sait. Alors, ce sera peut-être l'objet d'un autre débat. Damien Greffin, peut-être? Moi, le sentiment d'un paysan qui vit de son métier, en fait, à vous écouter, on nage en pleine idéologie. Moi, je vis de mon métier, monsieur, et vous concentrez vos efforts à empêcher les gens de vivre de leur métier. Quand vous dites « j'ai rencontré chez moi une jeune agricultrice ou un agriculteur pour lequel je suis prêt à compenser les pertes éventuelles », mais c'est surréaliste. Quand vous dites « je savais, moi, maire de Langouette, que en prenant ce type de mesures, il y avait une possibilité de… » Non, ça n'existe pas aujourd'hui. Je pense que ça vient d'être rappelé avec beaucoup de sérénité et beaucoup de calme. Il n'existe pas. Il n'existe pas de solution à très court terme. Donc concentrons-nous sur la construction de l'agriculture à 10 ans, à 20 ans. Mais aujourd'hui, m'expliquer, par exemple, ce que M. Le Foll a fait à travers sa politique de l'agroécologie qui était basée essentiellement sur l'utilisation du glyphosate. Il faut encore regarder une fois de plus que l'interdiction du glyphosate va engendrer comme surcoût à l'échelle de l'exploitation, mais aussi comme méfait
d'un point de vue de la biodiversité, etc., puisqu'on va davantage travailler les sols. Enfin, la question du carbone. Mais arrêtez de dire et d'avoir des positions comme ça en disant « je savais, il existe des solutions ». Il n'existe pas de solutions véritablement concrètes qui permettent aux agriculteurs aujourd'hui de se passer de la chimie. Oui. Mais construisons à 15 ans, à 20 ans, les solutions pour essayer de s'en passer s'il faut s'en passer. Mais je n'ai pas dit qu'il n'existait pas de solution, j'ai dit qu'il n'existait pas de solution à tout. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être adoptées pour mettre en œuvre une baisse rapide quand même des usages. On a bien compris. Il suffit de regarder ce qui se passe et le différentiel qu'il y a entre les fermes défis où les agriculteurs sont réellement impliqués volontairement et ils sont engagés là-dedans. Et la moyenne, il y a une baisse beaucoup plus grande et donc ça veut dire qu'il y a des options. Mais de fait, aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas tout pour passer à zéro demain matin. C'est l'objectif de la recherche. On a signé hier une alliance avec beaucoup d'organismes de recherche européens de 16 pays pour s'engager là-dedans. C'est une forme de moonshot, comme le disait Amélie de Montchalin. Il faut vraiment s'engager là-dedans. Très rapidement, Emmanuel Ducrot, il vous reste 30 secondes. Il y a des palettes de solutions à envisager. Vouloir se priver d'une partie des solutions et se tirer une balle dans le pied, c'est totalement suicidaire. Il va falloir envisager des nouvelles choses. Il va falloir envisager les techniques d'évolution du génome. On ne peut pas dire qu'on ne veut plus de pesticides et refuser les techniques d'évolution du génome. C'est antinomique. Et il faut aussi évaluer les conséquences des retraits des pesticides parce que souvent, on se retrouve avec des options qui font des effets totalement pervers. Par exemple, la SNCF ne va bientôt plus pouvoir utiliser de glyphosate sur ses voies. Elle va devoir utiliser des choses qui sont infiniment pires pour les riverains, qui devront être utilisées 3 fois plus. Et finalement, l'équation est totalement stupide. On a bien compris. Rien n'est tout à fait noir ou tout à fait blanc, mais il faut qu'on avance. On va retrouver tout de suite Quentin Calmet qui a suivi pour nous la visite d'Édouard Philippe au Salon de l'Agriculture. Oui, tout à fait, Steve. Peut-être voyez-vous le Premier ministre derrière ces vaches normandes, derrière moi. Le Premier ministre qui est arrivé à 8h, effectivement, au Salon de l'Agriculture et qui, depuis, visite le hall 1. Vous savez, c'est le hall qui est consacré à l'élevage et aux filières. Il a pu goûter un peu de steak juste bleu, donc comme quoi il n'est jamais trop tôt pour manger un morceau de viande au Salon de l'Agriculture. Il y avait eu, plus sérieusement, une réunion très sérieuse avant, avec tous les représentants des organisations syndicales agricoles où le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Agriculture ont pu avoir un message de positive agriculture. C'est ce qu'on nous dit ici, c'est-à-dire essayer d'avoir un discours positif sur l'agriculture en ayant effectivement des chiffres dans les lycées agricoles qui sont en hausse ou encore en voyant la loi Egalim qui donne ses premiers effets, a pu essayer comme ça de plaider le ministre de l'Agriculture. Ensuite, le Premier ministre qui va continuer sa déambulation cette matinée consacrée effectivement à cette visite au Salon de l'Agriculture avec une visite auprès des Outre-mer où là il sera notamment en question des pesticides que vous évoquez en plateau avec vos invités depuis 1 heure et donc une visite qui devrait se terminer en fin de matinée puisque ensuite le Premier ministre a rendez-vous avec le Président de la République à l'Élysée. Merci beaucoup Quentin Calmet depuis les allées du Salon de l'Agriculture. C'est déjà la fin de cette émission spéciale donc, qui était consacrée aux pesticides. Merci pour votre fidélité. Merci à vous 4 d'avoir participé, d'avoir répondu à cette invitation de Public Sénat. Le Salon de l'Agriculture se poursuit. Vous avez rendez-vous demain avec Fanny Conqui. Fanny qui animera un débat qui est tout aussi passionnant, qui sera consacré à la loi Egalim. La loi Egalim a-t-elle permis d'améliorer le sort des agriculteurs? Réponse demain, c'est sur Public Sénat. Bonne journée à tous et bon salon. Groupama, la vraie vie s'assure ici. Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.